J'imagine quand tu as été DJ mondialement connu, c'est un peu dur de revenir au bureau et de tailler un peu le bout de gras à la machine à café. Ce qu'on voit aussi, c'est que au bout d'un moment, ça coince. Ça coince pourquoi ? Parce que en fait, les courbes se croisent. Les revenus baissent de plus en plus, les loyers augmentent moins vite que l'inflation, donc ça aussi, ça te pénalise. Et même si les prêts viennent progressivement se rembourser, ça ne suffit pas et donc, au final, tu passes en négatif. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, on se retrouve avec le profil d'un DJ qui veut vendre sa voiture pour aller vivre en Asie. C'est parti. Du coup, je vous le disais, mon DJ rentier, ce n'est pas son nom de scène, c'est DJ et rentier du coup. On voit un très beau patrimoine brut, 1,3 million d'euros, grosse composante IMO, vous le voyez là sur le... Ça s'appelle une Trimap, ce graphique, vous l'avez d'ailleurs sur votre Finari. 1,3 million d'euros au global, pas mal d'IMO, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a des autres actifs, on va regarder à quoi ça correspond, pas mal de liquidités, mais c'est pas non plus déconnant vu son patrimoine, il faudra voir combien il dépense. Un peu de crypto, un peu de cash sur des comptes bancaires, très peu d'actions et de fonds, je pense que là il y a clairement quelque chose à faire. Et du coup en net, évidemment, les emprunts viennent écraser la partie IMO, donc ça change pas fondamentalement. Profil, 36 ans, célibataire, sans enfant, DJ producteur, tournée internationale la dernière décennie. Aujourd'hui, je vis de mes rentes de droits d'auteur qui sont très aléatoires suivant les mois. Pic Covid à 50 000 euros par mois. Waouh, énorme. Aujourd'hui, moyenne de 4 000 euros par mois. Ce serait intéressant de savoir d'ailleurs, est-ce que c'est le stream qui lui rapporte le plus ? Est-ce que c'est encore les diffusions radio ? Est-ce que c'est les droits d'achat par des marques, pour des pubs, des films. Donc si tu regardes la vidéo, dis-nous dans les commentaires, ou si vous êtes DJ et que vous touchez les droits d'auteur, dites-nous dans les commentaires quelles sont les répartitions qu'on observe généralement. Moi, de ce que je vois dans les articles, souvent, c'est que les artistes se plaignent parce que Spotify paye très mal. Même si on a des milliards de streams, ça rapporte des centimes. En tout cas, ça rapporte pas grand-chose. Donc assez curieux d'avoir le détail de ces 4 000 euros et à l'époque des 50 000 euros quand c'était vraiment l'âge d'or. Après 4 ans de carrière musicale, j'ai acheté ma résidence principale en 2018 en VFA, vente en état futur d'achèvement de mémoire. En gros, c'est du neuf quoi. De 2018 à 2020, je suis me formé sur l'investissement avant de passer à l'action en 2020. Ok. Passage à l'action, premier achat locatif, ouverture du PEA Boursorama, assurance vie CIC pour prendre date, mais pas intéressé car trop de frais. Si vous avez un doute sur votre assurance vie, vous connectez le compte, vous la passez dans notre scanner et vous verrez automatiquement les frais du contrat, mais aussi les frais de ce qu'il y a dedans. Et généralement, le cumulé, il fait très mal. Ce qu'on va vous annoncer votre banquier, ça va être les frais de contrat. Il va vous dire, regardez, c'est pas cher, c'est 0,60. En fait, derrière, il faut regarder tout ce qui s'additionne, quoi. Donc, malheureusement, c'est assez compliqué à comprendre. Mais sur Finari, c'est très facile. Ou sinon, sur le relevé de frais que la banque, que l'assureur est obligé de vous envoyer. C'est l'assureur ou le courtier. Patrimoine, aucun héritage. Je te certifie donc sans héritage. Félicitations. Immobilier, pas convaincu par les placements financiers. J'ai focus sur l'immobilier. 7 biens dans le 73-74. Ma région natale, le 73, évidemment. Il y a la Savoie, il y a la Haute-Savoie. Comme on dit, il y a la vraie Savoie, il y a l'Haute-Savoie. Non, je rigole. Mais il y a toujours une petite guéguerre entre Savoie et Haute-Savoie. Bon, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Mais en tout cas, c'était une bonne région pour investir, je trouvais. Un peu moins maintenant. Mais en tout cas, tu as ta RP dans le 74, peut-être vers Annecy. Je souhaite en faire plus, mais mon banquier commence à me freiner. Revenu locatif mensuel minimum, 4 000 euros. Je n'ai jamais eu de vacances locatives, ni d'impayés. Ça, c'est beau. Sur 7 biens, franchement, c'est assez compliqué parce que je ne sais pas si tu nous dis comment tu les loues, mais j'imagine que c'est de la longue durée quand même. Ouais, c'est forcément de la longue durée. Mais en tout cas, pas de vacances locatives, c'est fort. Pas d'impayés, c'est fort. Donc, c'est surtout à la sélection du locataire que ça se travaille, les impayés. Et pas de vacances locatives, c'est vraiment la sélection du bien, quoi. Il faut vraiment trouver les bons biens qui n'ont pas trop de défauts apparents et qui sont vraiment qualitatifs. Parce que si l'appartement est agréable, les gens restent, il n'y a pas trop de secrets. Si l'appartement est pas du tout lumineux, au fond d'une cour humide, oui, évidemment, les gens vont partir parce qu'ils ne vont pas se sentir bien. Actif financier, PEA Bourso, AVCIC, ça tu nous l'as dit, pas intéressé. Je viens d'ouvrir mon AV chez Finari Life en DCA. Bienvenue à bord. Livret A, LDD, S et LEP, j'ai réussi à l'avoir durant un creux de revenus, sont tous au plafond. Je rappelle que le LEP, c'est un peu le best-seller parmi les livrets, puisque actuellement son taux est à 3%, quand le livret est à 2,4%. Donc forcément, c'est un peu plus intéressant que les autres. L'écart a été un moment très important. De mémoire, on est monté à 6% de rendement sur le LEP, près à 5%. Voilà, depuis, ça a quand même bien baissé. Mais c'est le seul livret qui, théoriquement, devrait nous protéger de l'inflation. Mais il est soumis à des conditions de revenus. Il faut gagner à peu près 20 000 euros, en gros,
enfin revenu imposable pour un célibataire, c'est un peu plus pour un couple. Allez vérifier si vous êtes éligible, bah, allez l'ouvrir parce que c'est le meilleur livret, c'est mieux que le livret A. Crypto, j'ai une conviction long terme sur la crypto que je garde peu importe les mouvements. Je fais un plan chez Finerai Crypto en DCA. Trop bien. Actif alternatif, aucun. À part une montre Tissot à 450 €, conservant sa valeur, et une voiture de sport, ah, c'était ça les autres actifs, achetée neuve, 70 000 € qui était mon plaisir. Celle-ci perdant moins de valeur que prévu dû au malus écologique sur ce véhicule, la rendant inachetable neuve. Je pense que c'est important peut-être de l'expliquer pour ceux qui n'ont pas de voiture. Moi typiquement, j'avais pas de voiture jusqu'à il y a très peu, donc je savais absolument pas ce que c'était le malus écologique, enfin j'en entendais parler mais je voyais pas trop. Et ça a eu un effet assez intéressant, c'est qu'en fait les prix de l'occasion ont vachement augmenté parce que le neuf, vous prenez un malus qui est phénoménal. Donc là, je ne sais pas ce que c'est comme voiture, peut-être qu'on va le voir sur ton profil, mais le malus peut monter très très haut. Pour vous donner un extrême, alors est-ce qu'on va trouver un beau tableau? Quel est le montant du malus? Donc ça dépend évidemment des émissions. Si vous achetez, je vous donne dans le mille, une Porsche, une Ferrari, une Lamborghini, quelque chose d'un peu énervé, bon bah là, vous prenez 70 000 € de malus. Donc forcément, vous achetez la voiture aujourd'hui, on va dire qu'elle coûte 150 000 €. Alors c'est une voiture de luxe, hein, évidemment, peu de gens peuvent se l'acheter. 150 000 €, vous rajoutez 70 000 € de malus, vous rajoutez 50% du prix, vous doublez pas le prix, mais vous rajoutez 50% du prix, juste en taxes à l'État. Donc forcément, d'occasion, les valeurs ont naturellement, les prix ont naturellement monté. Et donc aujourd'hui, ça se maintient assez bien sur certains modèles, hein, c'est pas le cas partout. Donc c'est surtout les grosses cylindrées. Donc j'imagine que là, c'est plutôt une belle voiture. Audi. Peut-être une Audi A5, je dirais. Audi A5 ou Audi TT au hasard. J'ai aussi fait un audit personnel de toutes mes dépenses et abonnements pour optimiser le tout. Changement de fournisseur internet, téléphone, assurance voiture, PNO, c'est propriétaire non occupant, donc c'est quand tu as un appart que tu loues, la mutuelle, tout est optimisé. Très bien, ça c'est une super façon d'optimiser. Malheureusement, tu ne nous as pas dit comment tu l'avais fait, mais il y a des services type PaperNest ou Selectra, où vous pouvez comparer, alors j'ai aucun lien avec eux, hein, donc je les connais même pas. C'est vrai que c'est des noms qui reviennent souvent, et en gros, vous pouvez comparer les prix et trouver des prix moins chers. Généralement sur l'électricité, ça va être intéressant. Après voilà, moi je trouve que c'est intéressant de regarder ça évidemment, surtout les assurances, c'est très très cher généralement, mais regardez aussi vos frais d'investissement parce que optimiser un forfait téléphonique à 20 €, peut-être qu'on va descendre à 5, super, 15 € d'économiser, hein, c'est pas rien, mais les frais, c'est énorme sur vos assurances vie. D'ailleurs, la preuve, tu as une assurance vie CIC, alors il n'y a peut-être pas grand-chose dessus, mais tu payes quand même des frais. Donc ça, c'est important à optimiser et ça, faut les mettre vraiment au plus bas possible. Il n'y a aucune raison de payer des frais. Si vous avez un peu de temps devant vous, prenez ce temps-là pour aller chercher ça. Et encore une fois, avec Finerai, vous pouvez le faire, mais vous avez juste à regarder le relevé des frais. Si vous regardez sur votre assurance ou sur votre banque, vous avez dans les documents un relevé de frais annuel qui est un peu incompréhensible, mais c'est là où tout est marqué. Du coup, objectif, augmenter mes revenus passifs tout en optimisant la diversification de mon patrimoine et en profitant de voyages à court terme. J'aimerais voyager en laissant ce que j'ai mis en place tourner tout seul, étant donné que je ne travaille pas. Je pourrais me retrouver un travail classique pour augmenter mes revenus, par exemple en Suisse, étant frontalier, ouais, donc il est bien vers Annecy, par là, Saint-Julien-en-Genevois, tout ça. Mais je crois que je ne suis pas prêt à vendre mon temps. J'imagine quand tu as été DJ mondialement connu, c'est un peu dur de revenir au bureau et de tailler un peu le bout de gras à la machine à café. Donc bon, notre DJ n'a pas envie de revenir derrière son bureau, il veut rester derrière les platines. D'ailleurs, pourquoi ne pas retenter pourquoi pas tenter de relancer ta carrière? Je sais pas si elle est à l'arrêt d'ailleurs, mais pourquoi pas produire plus de musique? Pareil, ça m'intéresserait de savoir, si tu peux nous dire ça dans les commentaires, ce serait trop bien. Sur le long terme, j'envisage de partir vivre en Asie. À ce moment, je vendrai ma voiture évidemment et je louerai ma RP. Tu nous as partagé ton cachot, je vous rappelle que si vous voulez faire la même chose, le lien il est dans la description, on a plein d'outils qui sont trop bien. D'ailleurs même quand vous êtes sur Finerai, vous pouvez voir sur la gauche, il y a plein d'outils. Donc allez vous amuser. On a pas mal de retours qui nous disent mais intégrez ces outils dans Finerai, comme ça je peux retrouver mes simulations et tout. Donc on y réfléchit activement, c'est clairement une piste qu'on envisage. Et après si vous connectez vos comptes, vous avez ça automatiquement. Du coup, tu nous l'as dit, musique, immobilier, c'est à peu près 50-50. C'est vraiment purement passif, là on est vraiment sur quelqu'un qui est un rentier. D'ailleurs, du coup, ça me fait penser à quelque chose, c'est taxe Puma. À mon avis, tu devrais... tu payes potentiellement la taxe Puma à vérifier, parce que je ne sais pas comment sont fiscalisés les droits. C'est peut-être des droits d'auteur à vérifier, mais c'est quand même un truc auquel il faut faire attention. C'est revenu du capital de mémoire. Mais voilà, c'est une taxe. Si vous pouvez l'éviter, il suffit de vous payer. Il faut se payer en gros, c'est par rapport au plafond du PASS, plafond de la sécurité sociale. C'est à peu près 800 ou 850 € par mois qu'il faut se payer pour ne pas être considéré comme un rentier. Si on a d'autres revenus, notamment des revenus du capital. Droit d'auteur à vérifier, je ne suis pas un expert. Investissement mensuel, du coup, tu nous l'as dit, tu mets quand même sur le PEA, tu nous as dit que tu n'aimais pas la bourse, mais là, a priori, tu as un peu changé d'avis. Un peu de Finerai Life,
Un peu de Finari Crypto. Intéressant, tu mets plus sur un Finari Crypto que sur Finari Life. Mais bon, c'est normal, tu veux mettre ton PEA au plafond. Les courses, 150 €. Restaurant et bar, 300 €. Autoroute, donc ça roule sur l'autobahn en Audi. Pas mal d'essence, forcément. Pas mal de petits détails. On sent que tu as vraiment réfléchi au truc. Hein. Je regarde s'il y a quelque chose qui me surprend. 37,10 € de Netflix et de Spotify, ça va. Elle est où ton assurance voiture? Ouais, 100 €. Non, c'est pas ça à donner non plus. Hein. Genre, je sais pas quel âge tu as. Pourtant, tu as 36 ans. Ça dépend de ton passif en tant que conducteur. Mais je trouve pas ça pas cher. C'est un truc assez marrant. C'est plus on a une voiture qui est chère, plus l'assurance est bas. Parce qu'en fait, notamment sur les voitures de sport, les assurances voient que statistiquement, on conduit beaucoup moins. Quelqu'un qui a une Ferrari, en réalité, il ne va pas aller au boulot tous les jours avec. Il ne va pas taper son 30 000 ou 40 000 km par an. Il va peut-être mettre 5 000 km sur le compteur. Et donc, vous pouvez vous retrouver avec des assurances qui sont vraiment très très peu chères. Là, je pense qu'il y a peut-être une petite optimisation. Encore une fois, je n'ai pas tous les détails, mais peut-être que c'est un peu plus cher que cela ne devrait l'être. Du coup, tu as aussi tes crédits immobiliers que tu rembourses. On va voir si c'est couvert par les cash flows. Tu as des charges. Tu as Decla.fr pour faire ton LMNP. C'est vraiment pas cher, ça, pour le coup. Parce que vous avez une idée, un comptable, ça coûte pas très cher non plus, mais c'est à peu près 350 € par appartement, je dirais, en LMNP. Mais bon, là, j'imagine qu'ils ne sont pas tous en LMNP, puisque, quoique, il faudrait vérifier avec les plafonds. Vous savez, il y a plusieurs règles en fonction des plafonds, mais à vérifier. Et un peu de voyage, du coup, pour te faire plaisir. PEA, j'ai récemment décidé d'y allouer 1 000 € par mois. Bah voilà, tu vois, c'est tout nouveau. En puisant dans mon livret A pour le transfert en DCA, 100% sur le World. Très bien. Concernant l'immobilier, devrais-je m'associer en SCI si je ne peux plus investir en mon nom propre? Que penses-tu de la mise en place de mes placements financiers sur AV Crypto? Je vais te le dire tout de suite. Quel autre support possible pour une diversification supplémentaire? Ok. Si vous voulez que j'analyse votre patrimoine, le lien est dans la description. Vous postulez chaque semaine. Avec l'équipe, on choisit un profil et ensemble, on devient des meilleurs investisseurs. Ça aurait été intéressant que tu nous dises comment tu as acheté les biens. Est-ce que tu les as rénovés? Est-ce que c'est parce que tu les as achetés il y a longtemps? Tu les as achetés dans un secteur qui est très demandé, type, je sais pas, j'en sais rien, vers Annecy, à Verrier, des zones qui sont vraiment devenues hyper chères. Ou même vers... moi, je vous l'ai déjà dit, j'ai des appartements à Chambéry, mais Chambéry, c'est pas non plus... c'est pas le 16e arrondissement, mais Chambéry, Aix-les-Bains, il y a quand même pas mal de coins qui ont pas mal augmenté. Il y a une vraie demande, il y a un déficit de logement terrible. Donc, ça aurait été intéressant de savoir, mais en tout cas, c'est vrai que t'es pas mal. On va voir où t'es en termes de capacité d'emprunt. Tu nous as dit que ton banquier était plutôt réticent à te prêter plus. Du coup, tu nous l'as dit, donc là, tu as 3 978 € de mensualité. D'ailleurs, bon, c'est des prêts qu'il a ajoutés manuellement. Vous pouvez toujours connecter vos prêts ou les ajouter manuellement. Il faut savoir que les banques ne nous envoient pas toutes les infos, donc des fois, on est obligé de déduire. Et vu qu'on n'a pas tout, c'est pas exactement juste. Mais si vous donnez les bonnes infos, vous avez exactement votre tableau d'amortissement comme vous l'aurez chez votre banque. Si vous l'éditez là-bas. Donc, tu es au max de la capacité d'emprunt, c'est pour ça que ton banquier, il tire un peu la gueule. Mais on voit que tu as des très beaux taux, donc là, pour moi, il faut toucher à rien. Tu es très bien leveragé. Tu nous disais, une première question, c'est est-ce que tu devrais t'associer en SCI? En fait, la question, c'est est-ce que tu veux t'associer, si je comprends bien, pour augmenter ta capacité d'emprunt? Eh bien, est-ce que tu dois le faire en SCI ou pas? J'ai envie de te dire oui, fais-le en SCI, quitte à t'associer, mets une structure avec un vrai cadre juridique autour de toi. Ça te permettra plusieurs choses parce que déjà tu vas avoir une société, donc tu vas pouvoir utiliser le bilan de la société, non pas tes revenus perso pour aller chercher plus de crédit. Donc je pense que ça, c'est un vrai avantage. J'en parlais encore hier avec quelqu'un qui a vocation à acheter qui a acheté ses bureaux à titre perso, pas mal, avec sa boîte. Et il me disait, tout le monde peut se faire financer, il faut juste trouver le bon banquier. Et je pense qu'avec la SCI, c'est un outil qui est un peu plus souple que... on rentre dans quelque chose qui est un peu plus souple que juste le revenu. Donc ça, c'est un premier avantage. Cadre juridique très clair. Tu peux jouer avec les amortissements pour réduire ton imposition. Par contre, évidemment, faut créer la société. Il y a des obligations comptables, etc. Donc, c'est pas anodin, mais je pense que c'est une bonne option. Et s'associer sans SCI, ça me semble plutôt galère. Alors, tu pourrais le faire d'autres façons, mais je pense que c'est quand même la meilleure solution dans l'immédiat. Tu avais une deuxième question, c'est tes supports d'investissement. Donc, on va commencer par, c'est où la bourse? Donc la bourse, qu'est-ce que tu as fait? Tu as ton PEA. Ton PEA, tu nous avais dit 100% MSCI World. Mais c'est pas vrai, tu nous as aussi fait du Nasdaq et du S&P. Tu n'as pas pu te retenir. Tout à l'heure, je vous parlais des frais que vous pouvez scanner. Là, en fait, on voit ici,
On voit bon, là, il est à 0,95% sur Finary Life. Et sur son PEA, c'est ça l'avantage du PEA. Je pense que là, vous avez un peu le résumé du truc, c'est qu'il n'y a pas d'assurance vie sur laquelle il n'y a pas de frais de contrat, parce qu'en fait, nous, on aimerait bien pas mettre de frais de contrat. C'est juste que les assureurs prennent des frais. C'est juste comme ça que ça fonctionne. Voilà. Le PEA, Finary, on compte aussi lancer notre PEA, mais Bourso a déjà son PEA. Il n'y a pas de frais d'enveloppe. Vous ne payez rien. Chez des banques normales, pas des banques en ligne, vous payez aussi des frais de temps en temps, et là, c'est beaucoup plus cher. En tout cas, ici, il ne paye que des frais pour les fonds, et on voit que, voilà, il n'y a pas de mauvaise surprise. Tous tes ETF sont très peu chers. Maintenant, on s'est amusé à faire la fameuse matrice de corrélation, je l'invoque ici officiellement. C'est quoi une matrice de corrélation? En fait, c'est voir à quel point les performances des actifs bougent de façon coordonnée. Et donc, quand vous avez une corrélation de 1, ça veut dire qu'elle bouge de la même façon. Donc, autrement dit, ça ne sert à rien. Donc ici, on voit qu'entre le S&P 500, qui est en bas, et le Nasdaq, tu as une corrélation de 0,91. Donc, quand le S&P bouge, quand le Nasdaq bouge, le S&P bouge quasiment de la même façon. À l'inverse, pas à l'inverse, mais tu vois déjà qu'il y a plus de décorrélation entre le Nasdaq et le MSCI World, parce qu'il y a beaucoup plus de valeurs tech ici. Ici, il y a plus de valeurs value, on va dire, notamment des actions européennes. Et puis, tu n'as pas toutes les valeurs du S&P 500 qui sont plutôt traditionnelles des industriels. Donc, en moyenne, ton portefeuille est quand même très corrélé. Je ne trouve pas que ça ait vraiment d'intérêt d'avoir les trois. En plus, on voit les frais. Le WPEA coûte combien? Il coûte 0,25. Le Nasdaq coûte 0,30. Et le Easy coûte 0,12. Donc, en fait, c'est à toi de choisir. C'est soit tu penses que les États-Unis, ça va surperformer le reste du monde. Dans ce cas-là, tu n'achètes que, je pense, le S&P 500. Je préfère quand même au Nasdaq, que je trouve très, très volatile. Surtout si tu avais 20 ans, je t'aurais dit, vas-y, fais le Nasdaq, fais-toi plaisir. Mais là, tu vois, je trouve que la volatilité est trop forte, à titre personnel, mais bon, c'est que mon avis. Donc, S&P, par contre, si tu penses que non, tu veux aussi avoir un peu d'Europe, un peu de Japon, tu veux être plus large, eh bien, dans ce cas-là, oui, fais le MSCI World. Par contre, ne fais pas les deux. Je trouve que ça n'a pas grand intérêt. Et en plus de mémoire, alors il faudra vérifier que ce soit encore en cours, mais chez Bourso, il y a des offres où en fait BlackRock prend en charge les frais de courtage et donc tu peux trader pour 0 €. Donc vu les montants que tu as investis, si tu peux économiser 10 € de frais de transaction, eh bien prends-les. D'ailleurs, pour info sur les SCPI, donc typiquement sur un contrat Finary Life, évidemment, il y a aussi, il faut passer des ordres, mais en fait, les ordres ne sont pas facturés aux clients. Ça fait partie des frais qui sont pris en charge, dans notre cas, par l'assureur. Donc c'est Generali qui eux, nous disent, voilà, nous, notre niveau de frais, c'est ça, et donc dans ces frais, il y a le passage d'ordre. Mais n'oubliez jamais que le passage d'ordre, c'est aussi un frais, et ça, c'est un frais qui est perdu pour toujours. Donc plus vous tradez, plus vous passez d'ordre, plus vous payez de frais. C'est aussi pour ça que les courtiers adorent vous faire trader, vous envoient tout le temps des news de marché, regardez, ça monte, ça baisse, etc. C'est pour que vous appuyez sur les boutons. Chaque fois que vous appuyez sur un bouton, il gagne de l'argent. Vas-y, prends-les à 12. C'est bon ça, putain. Donc je pense que là, c'est très bien. PEA, DCA sur l'assurance vie, pas de surprise en soi. Moi, je garderai le cap. Je mettrai que un MSCI World. Et d'ailleurs, sur Finary, on voit un... Est-ce que tu as du fonds en euros tant que tu n'en as pas? Donc sur Finary, tu as le profil offensif et donc tu es... assez bien exposé puisque tu as 80% d'actions, 20% d'obligations. Donc, ça ajoute aussi une petite composante qui va baisser la volatilité. Donc c'est assez cohérent, je trouve, dans l'ensemble. Donc je dirais MSCI World s'il fallait n'en choisir qu'un, mais pas les trois. Tu voulais aussi savoir ce que je pense de ta crypto. On va regarder tout de suite. Donc tu es chez Binance, pas mal de choses. Donc on voit que la plus grosse position c'est Solana, ensuite du BNB, un peu d'Ethereum, du Sonic, ça je connais moins. Bon, après, pas mal de petits coins. Chez Finary, qu'est-ce que tu fais? C'est un peu la même chose en réalité. Tu fais pas mal de choses, mais on voit surtout que tu es en euros pour l'instant. Donc je pense que tu viens d'ouvrir le compte et tu dois être en DCA. Ça débute quoi. Peut-être que tu achètes toutes les semaines ou tous les jours. D'ailleurs, je pense qu'un bon DCA crypto, je sais pas si je vous l'ai déjà dit ça, un bon DCA crypto, selon moi, c'est plutôt hebdomadaire. C'est la fréquence que j'ai choisie à titre perso. Moi, je fais 100 € toutes les semaines. Que sur Bitcoin, j'ai changé. Avant, je faisais 50 € Bitcoin, 50 € Ethereum. C'est vrai que je crois un peu moins dans le projet Ethereum ces derniers temps. J'aime moins ce qu'ils ont fait en termes de décision. La décision de passer au Proof of Stake, je pense que c'était top. Mais depuis, voilà, ça navigue un peu à vue sur le projet. Le Bitcoin, c'est quand même le gros gagnant de la crypto. Donc, je préfère investir sur cet actif-là. Mais je trouve que c'est bien de faire de l'hebdo parce qu'en fait, vous avez quand même beaucoup de volatilité. Et en un mois, vous pouvez faire plus 20, moins 20 et revenir à zéro. Si vous faites de l'hebdo, vous allez quand même choper les grosses variations. Alors à la hausse, comme à la baisse, c'est pas magique, mais je trouve que c'est plus favorable. Donc je dirais très bien. Honnêtement, moi, ce que je préfère, c'est le Bitcoin quand même. Et s'il ne devait n'en rester qu'un, je ferais Bitcoin. Et si je devais en choisir d'autres,
Bon bah peut-être, oui, Solana, Ethereum, qu'est-ce que tu as d'autre? Oui, Ripple si tu veux. Tous les coins qui ont été annoncés par les États-Unis dans leurs réserves, je pense que c'est ceux-là que tu peux acheter, mais je ferais 80% Bitcoin, 20% les autres petits coins. Et je pense que c'est une bonne stratégie. Après, de façon générale, ce que tu peux aussi acheter, ce qui pourrait être intéressant pour toi, c'est d'acheter un ledger, ou un wallet physique pour stocker ta crypto et pour la sécuriser. Tu peux la retirer sur Binance, tu peux la retirer sur Finari. C'est toujours mieux de garder ces coins. D'ailleurs, depuis peu, vous pouvez aussi masquer les petites valeurs sur Finari, ça c'est une nouveauté. Si vous avez du dust, si ça fait longtemps que vous tradez, vous connaissez le problème du dust, voilà, ça c'est réglé maintenant sur Finari, on vous le cache. Quels autres supports possibles pour une diversification supplémentaire? Bon, honnêtement, ton patrimoine, est-ce qu'il est diversifié? Je vais te le dire, je vais dropper la bombe. 91% d'IMO, on n'est pas sur un patrimoine diversifié là, c'est clair et net. Donc, qu'est-ce que tu pourrais faire pour plus diversifier? Moins d'IMO, plus de bourse. Je pense je pense qu'un 50-50, ça serait pas déconnant. Maintenant, ça tourne, tu maîtrises, t'as fait des plus-values de dingue sur tous tes appartes. A priori, t'es cash flow positif. Attends, en fait, je suis bête, tu nous le dis ici, tu rentres. Non, t'es pas cash flow positif, tu vas sortir 1000 € en plus. Mais bon, t'es quasiment à l'équilibre. Franchement, je viens de dire, touche à rien, tu vois. Touche à rien, à la limite, on peut regarder ce qui se passe sur ta voiture. Est-ce qu'il y a une opportunité là? Ah, c'est une S3. Je vous avais dit A5, c'est une S3. Donc, je ne suis pas expert voiture, mais c'est vrai que je vois après à quoi ça ressemble. Ok, sympa, très sympa. 70 000 € quand même, c'est cher. Mais en tout cas, la voiture, elle est canon. J'ai pas envie de te dire de vendre ta voiture parce que tu t'es fait plaisir. C'est aussi ça, l'investissement. Vous savez, si vous regardez la pyramide, tout en haut, vous avez les investissements plaisir, les investissements alternatifs, exotiques. Donc voilà, c'est un moyen de locomotion. Si tu dois te déplacer régulièrement pour aller voir tes apparts, autant le faire dans une voiture qui te plaît, quoi. T'as les moyens, fais-toi plaisir. Donc, je vais pas te dire, vends ta voiture, elle est très bien ta voiture. Mais en tout cas, on s'est amusé avec l'équipe à faire un petit exercice de se dire, qu'est-ce qui se passe si on essaye d'optimiser ses dépenses déjà. Donc, on a repris tes dépenses. Bon, honnêtement, là, actuellement, vu que tu as un petit excédent dispo entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses, tu pourrais déjà investir un peu plus. Donc ça... boum, mets-le dans le PEA, augmente ton DCA crypto, augmente ton DCA Finari Life, fais comme tu veux, mais il y a peut-être un petit delta à aller chercher. Ça mange pas de pain, mais sur le 20 ans, 30 ans, je pense que ça va compound, comme on dit, ça va faire des intérêts composés, donc ça aura un impact. Donc voilà, si tu te mets au taquet, tu peux faire ça. Maintenant, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe si notre DJ rentier, il reste en France? Voilà, on a repris tous ces emprunts et on a calculé les amortissements annuels. Ensuite, donc déjà, on voit que c'est conséquent. Donc là, tu as typiquement en 2026, notre ami va rembourser 47 000 €. Combien il va dépenser pour la vie courante? Ça, il nous l'a dit en fait. Il nous l'a dit, il dépense 7 000 et quelques par mois. Du coup, il y a évidemment les dépenses courantes. Bon, là, évidemment, on est sur un gros montant, mais si j'enlève les prêts, voilà, ça fait beaucoup moins. Donc, on n'a que pris ce montant-là. Ça nous fait un montant de 31 000 €. Et ce qu'on s'est dit, c'est, évidemment, les prix augmentent chaque année, qu'on le veuille ou non. Donc, on a pris un indice d'inflation à 3%, ce qui est assez... En réalité, ce qui est assez pessimiste, puisque l'inflation historique, elle est un peu en deçà, elle est plutôt à 2% en France. Donc voilà, toutes les années, on réévalue tes dépenses. Attention à préciser que plus vous êtes riche, plus cet indice d'inflation est faux. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est fait sur un panier de base qui est vraiment un panier de base. C'est-à-dire qu'on va regarder la baguette, les trucs, l'essence et compagnie. On va pas regarder si le sac Hermès ou si le vol en première classe Paris-Dubaï a augmenté. Or, lui, il augmente beaucoup plus, généralement. Donc l'inflation tout ce qui est cher est supérieur. Donc si vous êtes riche, vous avez plus d'inflation. Ça tombe bien, vous avez aussi plus de rendement, généralement. Mais juste à prendre en compte. Donc 3%, on s'est dit, voilà, c'est assez optimiste. Enfin, c'est assez optimiste, c'est assez réaliste. Total dépense, 79 000 €. En face, il y a quoi? Il y a les loyers. Mais les loyers, c'est la bonne nouvelle, c'est que chaque année, ils augmentent. Pourquoi? Parce que tu peux les réévaluer. Donc, il y a un truc qui s'appelle l'IRL. Et donc, on voit que, hop, 1,82. Donc, on a pris cette base-là, on n'a pas réinventé la roue. Et ce qui sera plus haut, plus bas, peu importe, j'ai envie de dire, ça donne un bon état des lieux. Donc, on voit que les loyers augmentent quand même. Enfin, regardez, 1,82 par an, ça fait quand même, quelques années plus tard, 11 ans plus tard, ça fait 10 000 € de plus. 10 000 € de plus dans un monde où l'inflation vient aussi grignoter votre pouvoir d'achat. Donc, c'est pas non plus 10 000 € de plus dans votre poche. Et on a pris les droits d'auteur. Et là, on s'est dit, OK, ces droits d'auteur, on va partir d'un scénario où les gens changent quand même de goût. Tu nous as dit, au pic du Covid, tu étais au max, tu prenais 40 000 ou 50 000 par mois. Là, tu es plutôt à 4 000, donc vraiment gros dump. On va dire que ça baisse de 5%. Et donc, au final, net, tu te retrouves avec 96 000 €. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que tu as la capacité d'investir le montant suivant. Tu vois, tac. Ce qu'on voit aussi, c'est que au bout d'un moment,
ça coince. Ça coince pourquoi? Parce que en fait, les courbes se croisent. Tes revenus baissent de plus en plus, 5%, 5%, 5%, 5%. Les loyers augmentent moins vite que l'inflation. Tac, tac, tac. Donc ça aussi, ça te pénalise. Et même si les prêts viennent progressivement se rembourser, ça ne suffit pas. Et donc, au final, tu passes en négatif avant de passer largement en excédentaire, évidemment. Mais bon, ça, c'est dans quasiment 15 ans. Donc, c'est dans 16 ans. Au moment où les premiers prêts sautent. Et là, c'est Noël, c'est Alléluia. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que quand les prêts sautent, tu as aussi une fiscalité qui est toute différente, puisque tu ne peux plus passer tout un tas d'amortissements. Donc, c'est pas gratuit tout ça. Là, tu vas générer des revenus. C'est fiscalisé, évidemment, on n'a pas pris la fiscalité en compte pour simplifier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu prends ta valise et tu dis « Ciao Annecy, je vais à Bangkok », par exemple? Eh bien, ça, c'est la même histoire. Et du coup, là, ça devient intéressant parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Bon, les prêts, c'est kiff-kiff. Les totales dépenses, plus de voiture. Maintenant, t'es en scooter à Bangkok ou en tuk-tuk. Et donc, il y a tout un tas de dépenses, l'assurance, l'essence, tous ces trucs-là, l'autoroute, ça, c'est ciao. Ça sort, et en parallèle, tu loues ta RP, et tu nous l'as dit, 1200 ou 1300 €. Donc, tu gagnes plus. Bon, la musique, c'est pareil, les droits, ils sont toujours en baisse de la même façon. On va voir qu'on peut un peu moduler. Non, là, ils sont un peu moins en baisse, mais on va moduler. Et tu rentres surtout 60 000 € de cash parce que tu as vendu l'Audi. Tu as vendu la S3, tu vois. Donc, qu'est-ce que ça donne, ça? Ça donne une situation qui est un peu différente, puisque là, tu as toujours du cash flow pour investir, hop, et surtout, même avec la hausse de l'inflation, etc., ça va pas vraiment t'affecter, tu es toujours dans le plus, donc en fait, tu es vraiment rentier au sens strict du terme. Encore une fois, hors fiscalité, etc., il y a plein de complexités qu'il faudra prendre en compte faudra payer un fiscaliste, en gros, pour faire la vraie étude, mais ça te donne un ordre de grandeur. Mais tu vois que tu es gagnant dans l'histoire. Donc, tu peux investir et tu peux continuer à développer ton patrimoine, parce que quand tu investis, tu développes ton patrimoine, donc quelque part, tu remets dans la machine qui va te payer plus tard. Donc, c'est quand même assez top. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a mis, on a mis plusieurs hypothèses pour les droits d'auteur. Donc, qu'est-ce qui se passe si tu prends un moins 10%? Ça tient. Moins 25%, ça commence à grincer un petit peu, mais bon, on continue de danser. Moins 50%, bon là on coupe le son, c'est fini, c'est la fin de la fête, mais pas tant que ça, j'ai envie de te dire, parce que regarde, ça te coûte 400, 300 € par mois, enfin c'est pas du tout des gros montants. Donc, même si tu te prends un moins 50%, et donc concrètement tes droits vont à zéro, on va pas tourner autour du pot, moins 50% par an, tu peux continuer. Donc en fait, bon, t'es quand même largement, c'est pas non plus la mort, si on prend le global, allez, tout ce que tu perds, 40 000. Derrière, on va checker dans les livrets ce qui se passe. Tu vois, tu as 44 000. Donc en fait, tu vois, c'est un jeu de bonne taux, quoi. Oui, tu perds 40 000, mais tu as un gros matelas de sécurité qui te permet d'absorber ce choc. Et d'ailleurs, c'est à ça que ça sert, littéralement. C'est à ça que sert un matelas de sécurité. Donc, t'es idéalement placé. Donc, voilà, on est allé un peu au-delà de ta question. Je pense que la vraie question, c'était pas la SCI, etc. Ça, c'est cool. La vraie question, c'est te montrer que tu es dans une très bonne situation et effectivement, tu peux l'améliorer en partant en Asie, en baissant ton coût de la vie, en vendant quelques actifs, récupérant du cash. Et en France, tu peux aussi la tenir un peu plus difficilement, peut-être un peu moins à l'aise. Mais bon, après, c'est toi qui connais tes droits. Et une dernière option qu'on n'a pas évoquée, je sais que ça se fait maintenant de plus en plus, tu pourrais aussi vendre tes droits. Et donc ici, tu vois, en regardant et puis aussi en se renseignant un peu à droite à gauche, en demandant à des amis qui sont dans la musique, on s'est rendu compte que... bon, on pouvait inspirer, tu vois, Bob Dylan, c'est monstrueux, hein, Alors je dis pas que t'es pas au niveau de Bob Dylan, mais bon, c'est quand même un monument de la musique. Mais tu vois, parfois, jusqu'à 20 à 30 fois les revenus annuels générés par un catalogue. Et on a eu vent de DJ qui ont réussi à vendre leur catalogue pour des gros montants. Donc, toi, tu nous as dit qu'en ce moment, t'étais à 4 000 € par mois, 48 000 € par an. Donc, si tu fais un x20, ça te fait quand même quasiment 1 million d'euros, quoi. Donc, tu vois, c'est pas anodin. C'est pas anodin et ça te permettrait de sécuriser dès maintenant en fait l'histoire et de transférer ton risque, puisque là, peu importe ce qui se passe, que les droits montent, baissent, etc., pour toi, tu as ton million dans ta poche, ou même ton million 5 si tu arrives à mieux vendre, on va dire 500 000 si tu n'arrives pas à très bien vendre, c'est quand même un calcul qui vaut le coup. Est-ce que tu es prêt à prendre 10 ans de droits musicaux maintenant et quelque part à vendre l'upside futur? Moi je trouve que, je ne suis pas joueur de poker pro, mais je trouve que les odds, comme on dit, sont plutôt bonnes sur ce trade. Donc si tu peux vendre ton catalogue,
peut-être que c'est une solution. Après, je ne connais pas la fiscalité, etc. Donc, encore une fois, à vérifier. Mais voilà, j'espère que ça t'a aidé toi. Bravo pour ta carrière. Super cool de voir aussi des gens qui ont des métiers différents et qui sont à fond dans l'investissement. Et d'ailleurs, je reçois des messages de plein de gens différents, des gens qui ont des profils de fous, qui n'ont rien à voir avec la finance, mais qui s'y intéressent. Donc, on est de plus en plus nombreux à prendre nos finances en main. Trop bien. Donc, bravo. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que ça vous a aidé aussi, que ça vous a intéressé. Soyez prudents, mais prenez quand même un petit peu de risque. Je vous dis à très vite.